Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Ingrid Serda, la directrice de la CEPAM de la Loire, et je suis très heureuse de vous accueillir dans cette rencontre extra pour les employeurs de Loire et de Haute-Loire. Voilà, donc nous avons plus de 120 inscrits, ce qui est vraiment très bien. Nous avions initialement imaginé le faire en présentiel, mais finalement, le distanciel nous garantit davantage de participants. Euh, donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, cet événement qui a eu lieu régulièrement est l'occasion de réunir tous les interlocuteurs auxquels vous pouvez avoir affaire. Et l'objectif de cette matinée, c'est de vous apporter un maximum d'informations et de répondre à vos questions. Donc participeront ce matin à cette réunion, bien sûr, le comité régional Net Entreprise qui est animé par Madame Goulouzel, que je remercie pour sa coordination de l'organisation avec Madame Lugère de la CEPAM de la Loire. Nous aurons également Monsieur Husson de la CARSAT, Monsieur Kuhn du GIPMDS ainsi que Madame Martin. Nous aurons Monsieur Cotin de l'URSSAF, Monsieur Mérieux de Pôle emploi, Monsieur Briot de la DDFIP et puis Mesdames Defour et Cozy qui sont animatrices employeurs à la CEPAM de la Loire. Voilà, donc cet événement va durer 2 heures à peu près. Il a aussi donc comme objectif d'être un peu interactif, donc vous pourrez répondre aux questions. Et puis, je vais passer directement la parole à Monsieur Kuhn qui va vous expliquer un petit peu le programme de cette matinée. Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame Serda, merci Madame la directrice de ce début de webinaire, de cet accueil. Effectivement, c'est une opération qui est à mettre au bénéfice du collectif des organismes de protection sociale, donc de Loire et de Haute-Loire, et c'est un vrai plaisir d'être avec vous, même si ma présence va être un peu plus longue que prévu, puisque je vais assurer le remplacement au moins à l'oral pour une partie de l'animation de Julien Husson, qui depuis le début de ces webinaires est intervenu comme Monsieur Loyal et qui l'a tellement bien fait qu'aujourd'hui, malheureusement, il a une extinction de voix et il essaye de réserver sa voix pour l'intervention CARSAT qui aura lieu en fin de présentation. Donc, je tenais à le saluer, à le remercier pour le travail qui a été fait et bien évidemment Christiane Goulouzel et Madame Hugère de la CEPAM pour l'organisation. Alors, l'ordre du jour, on a 3 grands blocs. Le premier, Net Entreprise, l'organisation et le fonctionnement. On va essayer de passer relativement vite dessus. C'est surtout un rappel et puis des petites astuces qui vont vous permettre de vous retrouver un peu mieux dans le mode de fonctionnement de Net Entreprise, puisque pour certains, quand on se pose la question, par exemple, puisque je vous le donne tout de suite comme information, il est obligatoire d'être inscrit au compte ATMP. Donc, si par exemple, vous voulez inscrire votre SIRET au compte ATMP, c'est bien de savoir si vous êtes l'administrateur ou pas, on va le voir. Ensuite, deuxième partie, Net Entreprise, c'est pour un accompagnement tout au long de la vie des individus. C'est une grande première pour nous, puisque pour la première fois, nous allons faire une présentation. Alors, ce n'est pas dans les habitudes, puisque c'est les modalités d'organisation du GIP, mais en réalité, on va se focaliser sur les actions que vous avez à mener et non pas sur les réponses que nous allons vous porter. Les offres de services de tous les organismes sont complètes. On vous les présente régulièrement. Ce coup-là, on fait différemment. On essaye de se mettre, non pas à votre place, on ne peut pas, mais par contre, d'essayer de voir votre point de vue sur l'utilisation de Net Entreprise et puis des services qui y sont adjoints, puisque Net Entreprise, c'est un portail sur lequel vous trouvez toute une série d'informations, de déclarations et de capacités de paiement, mais aussi des accès privilégiés aux sites particuliers des autres organismes. Et puis un point important, vous allez voir, une donnée de qualité, on essaie de donner du sens à cette exigence de qualité que l'on vous précise à chaque fois en vous disant oui, il faut une donnée de qualité. Et vous allez vous rendre compte sur un exemple précis en quoi cette donnée est nécessaire et puis comment on fait pour corriger les éléments qui vous sont retournés. Alors,
Donc moi, qui sommes-nous? Je suis Didier Kuhn, je suis avec ma collègue Alexia Martin. On est du GIP, Groupement d'intérêt public, modernisation des déclarations sociales, JPMDS. On est surtout connu parce qu'on propulse le site Net Entreprise, mais aussi parce qu'on fait la maîtrise d'œuvre de la déclaration sociale nominative, que l'on a poussé le déploiement du prélèvement à la source, et puis que viennent se rajouter aujourd'hui d'autres déclarations ou d'autres démarches administratives qui viennent profiter de ce transfert des données. Le but, l'objectif qu'on a, l'ambition, c'est de collecter les données sociales, de simplifier au maximum ce transfert de données, sachant que l'on n'est pas le plus top au niveau technologique, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il est nécessaire que tout le monde, de la plus petite entreprise, du plus petit connaisseur en informatique, puisse se connecter, faire les déclarations comme il le doit, même si on a des bandes passantes faibles, donc on ne retrouve pas énormément de vidéos ou de choses comme ça sur Net Entreprise, c'est normal. C'est la possibilité de développer des services numériques qui restent utiles. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de faire de fioriture, il faut que ça soit extrêmement efficace, tout comme l'a été le passage à la DSN et puis le prélèvement de la source, dont beaucoup de témoignages d'entreprises nous disent que c'est un succès et que finalement ça s'est passé dans le calme et avec justement toujours grande efficacité. Pourquoi nous? Simplement parce que c'est notre métier depuis 2000, la création du GIP, de croiser les systèmes d'information et les data, surtout de les rendre anonymes, d'anonymiser les données de façon à ce que des flux informatiques puissent permettre de remplir les obligations des entreprises. Et puis, le projet qui était derrière de toute façon aussi, financer la protection sociale, tout en assurant les droits de chacun des individus. Pour ça, on passe par Net Entreprise, donc on dit c'est effectivement une plateforme générique et vous voyez sous vos yeux ébahis s'afficher un premier sondage. Alors déjà, c'est pour qu'on puisse avoir des renseignements sur vous, donc merci de bien vouloir y répondre et du coup, vous allez voir l'écran revenir. Et vous aurez d'autres sondages qu'on va vous proposer au fur et à mesure, mais ce coup-là, ils ne seront pas obligatoires, donc ils n'apparaîtront pas au milieu de la présentation. On vous invite seulement à y répondre. Donc, Net Entreprise, la plateforme, elle est en constante évolution. On essaye de ne pas révolutionner les éléments, mais de faire évoluer et que les accès soient le plus simple possible et le plus pérenne, mais en même temps répondent à des évolutions. On a eu depuis 2020, l'entrée de la fonction publique. Donc, c'est pour ça qu'on voit apparaître, par exemple, collectivité et fonction publique comme étant un des tiroirs d'entrée, une des portes d'entrée sur Net Entreprise. Pour y rentrer, justement, deux questions, deux rôles. La première question, c'est de savoir quel est votre rôle. Parce que les deux rôles sont complètement différenciants. Il y a l'administrateur qui est aussi déclarant, et puis il y a le déclarant. Le rôle, bien évidemment, le plus important aujourd'hui, essentiel, c'est celui de l'administrateur, puisque lui, il permet d'ajouter des déclarants et de définir les périmètres. C'est ce qu'on va voir rapidement dans les slides qui suivent. C'est important de détailler effectivement les rôles de l'administrateur ou des déclarants, parce que par exemple, dans l'ensemble des déclarations à côté de la DSN, l'administrateur est le seul qui peut inscrire. Donc, je reviens à nouveau sur mon compte ATMP, on va vous en parler pendant toute la présentation, sur le fait qu'il faut être inscrit au compte ATMP et on vous expliquera pourquoi un peu plus tard. Pour pouvoir s'y inscrire, il faut être l'administrateur. Parce que l'administrateur est le seul qui peut définir qui déclare quoi et qui déclare quoi comment. Et puis, autre petit élément aussi important, c'est que l'administrateur a la possibilité de consulter tous les CRM de la DSN, donc les CRM des DSN qui ont été déposés par d'autres déclarants. C'est important pour les tiers déclarants, mais c'est aussi important dans les entreprises avec effectivement un administrateur et plusieurs déclarants, parce qu'un déclarant ne peut pas avoir les comptes rendus métiers de l'autre déclarant, si ce n'est pas lui, l'administrateur. Le déclarant est concentré sur le silo des droits que l'administrateur lui a donnés. Je prends un peu de temps sur cet aspect qui peut sembler administratif et pourtant ça solutionne beaucoup des appels qu'on a au niveau du centre d'appel de Net Entreprise parce qu'il y a une méconnaissance due
à l'ancienneté, hein, Net Entreprise, ça fait plus de 20 ans que ça fonctionne. Et au bout d'un moment, les gens qui y sont adhérents depuis plus de 15 ans ont oublié ces notions d'administrateur ou de déclarant. Et puis la situation fait que des administrateurs sont partis en retraite, ont changé d'entreprise. Et du coup, on peut se retrouver coincé. Donc, de toute façon, on est dans le cas particulier qui est de dire que, petit élément qui vous permet de savoir, si vous voyez votre espace entreprise, c'est que vous êtes administrateur. Si vous n'avez que les 2 colonnes, votre tableau de bord et les outils, vous n'êtes pas l'administrateur. Bon, alors à ce moment-là, vous dites, oui, il est bien gentil, M. Kuhn, mais je viens de voir que ce n'était pas moi l'administrateur, comment je fais? Eh bien, il y a un petit moyen, mémotechnique facile, pour venir se connecter dessus et le savoir. C'est tout simplement de cliquer sur la petite partie jaune en haut à gauche de votre espace déclarant, parce que vous allez avoir à ce moment-là apparaître qui est votre administrateur et vous allez pouvoir soit savoir comment le contacter, c'est quelqu'un qui est encore dans l'entreprise et que vous côtoyez, donc c'est relativement simple de pouvoir le joindre. Mais en même temps, on est vraiment, excusez-moi, j'ai un petit problème technique que je suis en train de régler, mais du coup, il disparaît de la caméra, me voilà revenu, donc qui va vous permettre de le joindre s'il est toujours dans l'entreprise, ou alors de déclencher la création d'un nouvel administrateur, et ce, au moyen, dans le portail Net Entreprise, vous avez une petite fiche consigne qui vous redonne comment changer d'administrateur et du coup, les 2 modalités pour changer d'administrateur. On part du principe que vous êtes administrateur, donc vous allez pouvoir créer ou supprimer des déclarants, collaborateurs, donc vous avez ça dans votre espace entreprise. Vous allez cliquer sur « Créer un nouveau déclarant ». Attention, premier élément important, vous devez impérativement mettre une adresse mail pour ce déclarant. Si c'est une adresse mail générique, vous prenez le risque que ce à quoi vous allez l'habiliter, finalement, pour le joindre, pour les comptes rendus métiers, pour les retours qu'on peut lui faire, on arrive sur une adresse générique que cette personne ne va pas forcément consulter. Donc l'idéal, c'est quand même d'avoir une adresse qui va nous permettre de joindre immédiatement. Immédiatement, vous allez vous dire, ouais, pourquoi immédiatement? Simplement, quand vous nous transférez, par exemple, une déclaration sociale nominative, et qu'il y a, ça pourrait être d'actualité dans quelque temps, une micro-coupure électrique, le fichier qu'on reçoit, le flux qu'on reçoit, on va nous le considérer comme étant potentiellement corrompu. Donc, on va vous demander immédiatement, vous allez avoir un retour immédiat qui va dire à la personne, attention, le fichier que nous venons de recevoir est potentiellement corrompu, merci de le renvoyer. Si ça tombe sur l'adresse du déclarant, du bon déclarant et pas sur une adresse générique, pas de problème, le problème est réglé tout de suite, même si on est à une demi-heure de l'échéance, et je sais bien que vous n'envoyez pas les éléments une demi-heure avant l'échéance, mais bien plus tôt. Mais du coup, on peut le faire tout de suite, vous n'avez plus qu'à rappuyer sur Entrée si vous êtes en API, et ça retransfère. Donc, vraiment avoir une adresse de collaborateur et avoir une adresse qui nous permet de joindre celui qui fait la déclaration est vraiment importante. Autre petit détail aussi, pour les manifestations que nous avons organisées, là, les fameuses rencontres extra que nous organisons sur la France entière, on a entre 15 et 20% des adresses mail qui n'ouvrent pas le message parce qu'elles n'existent plus, alors qu'elles sont encore inscrites dans Net Entreprise. Donc c'est dommage parce que du coup, et d'une, on perd du temps, et de deux, on vient polluer des adresses qui n'ont pas besoin de l'être. Donc remplissez bien cette notion-là, et puis ensuite, vous allez choisir le mode d'habilitation, d'affectation, c'est-à-dire savoir de façon automatisée comment ouvrir les droits. Le pendant de la création, c'est supprimer le collaborateur. Vous voyez la petite icône de la poubelle, on va sur le même truc. Attention, avant de supprimer le collaborateur, parce que quand vous supprimez le collaborateur, vous supprimez les droits et vous supprimez les archives qui sont relatifs à ce déclarant. Avant de le supprimer, vous allez effectivement avoir la possibilité de transférer ces droits, que ça soit manuellement, soit automatiquement, et là vous avez les deux options, on vous les a mises ici. Ensuite, qui va déclarer, on l'a fait. Qui va déclarer quoi? On va choisir les déclarations. Et pour ça, vous allez sur la petite icône, la petite pile de feuilles qui vous donne la liste des déclarations, deux modalités pour choisir ces déclarations, soit cliquer et déplacer sans relâcher dans la colonne de droite, soit
vous sélectionnez la colonne de gauche et puis à l'aide des boutons de transfert, vous les faites passer. N'oubliez pas de valider. Il est nécessaire, à chaque fois que vous faites quelque chose sur Net Entreprise, que nous enregistrions un acte volontaire. Et cet acte volontaire, c'est la validation, de façon à être sûr et certain que ce n'est pas une erreur et que c'est bien ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez défini qui fait quoi, on va définir dans quelles conditions. Et là, ça s'appelle gérer les habilitations. Et là, vous allez pouvoir voir ce fameux tableau avec, pour une personne définie, la liste des déclarations disponibles et celles pour lesquelles vous souhaitez l'habiliter. Alors, il y a certaines habilitations qui sont faites sur des déclarations existantes, d'autres sur des déclarations à créer. Attention, quand il y a des déclarations à créer, dans certains cas, il y a 24 heures, peut-être plusieurs jours de mise en place de ces éléments. Les bonnes questions à se poser si vous êtes dans le cadre d'une gestion simplifiée pour les grands déclarants. Grands déclarants, ce sont les experts comptables, mais ce sont aussi les holdings. C'est en général, de façon plus générale, un SIRAN qui déclare pour un autre SIRAN, puisqu'à l'intérieur d'un même SIRAN, quand vous avez plusieurs SIRET, vous n'êtes pas considéré comme un tiers déclarant, mais vous êtes considéré comme un grand déclarant. Et bien là, les trois options se posent de la même façon, l'arrivée d'un collaborateur, son départ ou l'ajout d'un SIRET, là. Et on vous pose 3 questions. Et en fonction de ces 3 questions, on va vous proposer des actions à mener. Je vais passer relativement rapidement dessus, puisqu'on est dans les mêmes modalités, créer le collaborateur, voir avec les déclarations que l'on veut faire, et puis le mode de création qui va être fait, sachant que quand on est dans le cadre des grands déclarants, on peut faire des gestions par portefeuille et des gestions au moyen d'un fichier Excel au mode CSV, de façon à d'une seule fois, pouvoir gérer plusieurs entrées et plusieurs sorties. Alors, je passe rapidement sur ce qui vous est présenté, parce qu'en réalité, le support que vous avez est accessible soit dans le replay, vous allez avoir un petit nuage pour cliquer, soit dans le apps en bas à droite, et s'il n'y est pas, il y sera à la fin de la présentation, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir télécharger ce support que l'on a voulu, avec un pas à pas, qui va vous donner les actions à mener. Là, on est sur le départ, on reprend les exemples de l'écran. Donc, c'est la même chose que ce que l'on a vu auparavant, mais adapté aux grands déclarants. Donc, suivant votre typologie, grand déclarant ou déclarant direct, vous allez pouvoir vous référer à ce pas à pas le jour où vous aurez besoin de le faire, parce qu'on n'ajoute pas un déclarant tous les mois. Heureusement qu'on n'en supprime pas tous les mois non plus. Et puis pour les grands déclarants, si on peut ajouter des SIRET régulièrement, finalement, c'est pas plus mal, puisque ça veut dire que les clients du cabinet ou de l'entreprise augmentent, et finalement, c'est pas forcément plus mal. Le fait de pouvoir, quand on est grand déclarant, accéder à ces éléments en fonction justement des portefeuilles, puisqu'on peut à l'intérieur de Net Entreprise recréer les portefeuilles à l'image de ceux que vous avez à l'intérieur, soit du cabinet, soit à l'intérieur de l'entreprise. Et du coup, on peut gérer par portefeuille. C'est expliqué dans ce pas à pas. Beaucoup de simplification, et demain, demain, on va avoir, pour les grands déclarants, l'ajout du SIRET qui va être simplifié. Vous avez déjà un premier portail qui vous permet de remplacer l'ensemble des CFE, donc toutes les modalités relatives à la création d'entreprise et tout sont simplifiées. Un état des lieux du compte amélioré, c'est-à-dire que vous allez avoir une visibilité. Jusqu'à aujourd'hui, votre compte sur Net Entreprise ou sur la DSN était déployé de façon informatique pour être injecté par les éditeurs de logiciels dans les logiciels que vous avez sur des tableaux de bord humainement compréhensibles. Ce n'est pas forcément le cas pour tous, et puis ce ne sont pas forcément des options que toutes les entreprises ont prises. Donc du coup, on va faire évoluer ces éléments-là, les comptes rendus métier, les tableaux de bord, de façon à ce qu'ils deviennent beaucoup plus humainement lisibles. Le choix des habilitations va être mieux structuré. On va pouvoir le faire de bout en bout, et puis des temps de traitement qui sont améliorés avec un système de purge automatique. On va revenir régulièrement. Vous allez éventuellement pester quand ça va arriver, mais vous allez vite comprendre pourquoi c'est important. On va vous redemander de certifier les adresses mail que vous utilisez de façon aléatoire. Ça va tomber au hasard. Alors, manque de peau, il y en a certains sur qui ça peut tomber 3 fois de suite, c'est-à-dire pendant 3 mois, tous les mois. À chaque fois que vous allez vous connecter à Net Entreprise, on va vous demander de confirmer. C'est le hasard qui fera ça. Normalement, ça devrait être une seule fois, et du coup, on va réduire la taille de la base des inscrits à Net Entreprise à ceux qui l'utilisent réellement.
Et du coup, plutôt que de chercher parmi 30 ou 40 millions d'informations, puisque le triplet nom, prénom, SIRET et adresse et mot de passe, et ceux qui ne sont pas connectés ou qui ne vont pas se connecter, on va quand même chercher dedans de façon à vérifier les vôtres. Donc, plus on va réduire cette base et plus les temps de traitement seront simplifiés. Je vous disais un module de notification qui va permettre de tout consulter d'une seule fois. Des gestions de déclarants simplifiées, ça, on l'aura de bout en bout et ça va effectivement être beaucoup plus clair dès le début, mais en même temps, je vous disais, la gestion du portail est basée sur des actes volontaires. Une nouvelle ergonomie et des nouvelles fonctionnalités pour le tableau de bord DSN. On va en rendre la lecture beaucoup plus humaine et donner les éléments en langage, non pas en langage parlé quand même, mais au moins en français et en langage et en utilisant moins possible de code. Et puis, le tableau de bord qui sera plus intuitif puisque ça va vous aider à déterminer quelles sont les actions à mener. Et puis, d'autres choses qui seront mises en place. Voilà, là, se clôture la première partie qui est sur l'organisation et le fonctionnement. Donc, je vous dis, il était nécessaire de le faire, mais ça sera beaucoup plus utile pour vous d'y revenir régulièrement. Et si vous en avez besoin, parce que si vous n'en avez pas besoin, c'est effectivement quelque chose qui va pouvoir être mis à votre disposition. Alors, Net Entreprise pour un accompagnement tout au long de la vie des individus. On va démarrer par tout ce que permet la DSN. On l'oublie rapidement, mais la loi de simplification, elle a 10 ans, et donc la DSN aussi. C'était la loi de simplification de 2012, ce qu'on a appelé la loi Warsmann, avec une volonté politique, une ambition qui était posée clairement. L'idée, c'était effectivement que la DSN devienne une procédure unique pour gérer toutes ces formalités qui s'appuyaient sur les données de paye. Et elle a été confiée effectivement à Net Entreprise et posée sur Net Entreprise pour la partie régime général et la fonction publique, et sur msa.fr pour la partie agricole. Donc aujourd'hui, le but de la DSN étant de suivre un individu de son premier jour d'activité jusqu'à malheureusement le jour de son décès. L'idée était que quel que soit son statut, quelle que soit la période qu'il traversait, son activité, on puisse le suivre avec une seule déclaration qui soit commune et qui en parte aussi la sphère emploi-travail. La DSN, finalement, c'est la parfaite illustration, dites-le nous une fois. Dans la loi Warsmann, il était précisé qu'à partir du moment où une donnée a été transmise à une administration ou à un organisme de protection sociale, elle est réputée connue des autres. C'est-à-dire que normalement, les autres n'ont plus à vous le demander. Et en même temps, puisque c'était la petite phrase qui revenait souvent, en même temps, la DSN, elle inverse les logiques qui prévalaient. Avant, effectivement, chaque organisme pouvait vous demander la donnée qui l'intéressait, au moment qui l'intéressait, au format qui l'intéressait. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On part de ce que vous faites déjà tous les mois, vous n'avez pas le choix, faire la paye, et on utilise ces données qui sont les données vraies et contemporaines, puisque de toute façon, ce qui était important, c'était de voir comment étaient impactés les revenus de l'agent ou du salarié, pardon. Et puis de faire que la DSN soit accessible sur le portail unifié Net Entreprise, puisque le tableau de bord de la DSN, même si vous avez des tableaux de bord dans vos logiciels de paye, ou si vous accédez à certaines parties des données sur les portails des membres du GIP, donc des autres organismes, la totalité des infos, en réalité, se trouve à l'intérieur du portail de Net Entreprise. Pour ce faire, l'idée, c'était, et vous le voyez à l'écran avec l'ensemble des logos des organismes qui bénéficient des données de la DSN, on y rajoute aujourd'hui la Caisse nationale des CAF. On a effectivement non seulement les cotisations, on a donc le financement de la sécurité sociale, mais on a aussi la validation, l'ouverture des droits pour les individus. Individu, c'est un mot que vous allez entendre souvent, c'est pas péjoratif, c'est simplement quel que soit le statut de la personne en activité professionnelle, à la base, c'est un individu. Donc, plutôt que de dire un coup agent, comme je me suis trompé tout à l'heure, un coup salarié, on parle d'individu, ça englobe tout le monde. Et pour ça, il a fallu le mettre à l'intérieur de ce qu'on a appelé un circuit normé. Ça, c'était la plus grande difficulté. Faire que l'on passe d'un système avant la DSN qui était en silo, par organisme, par échéance, par donnée, à un système unique avec un flux mensuel qui, au départ,
était basée sur 45 procédures. La promesse de base était 45 procédures remplacées par la DSN. Aujourd'hui, on en est à plus de 70. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est oui, alors d'où ça sort les 70 alors qu'au début, il y en avait 45. Vous deviez simplifier, mais c'est pas vrai, ça a complexifié. C'est que simplement, il y a des éléments, comme par exemple le prélèvement à la source, qui n'existaient pas. Il y a des éléments, comme le calcul du bonus-malus ou des choses comme ça, qui n'existaient pas avant la DSN et qui, en étant substitués par la DSN, finalement, évitent la création de nouveaux échanges, de nouvelles déclarations. Donc aujourd'hui, on en est à 70 et on couvre la totalité du régime général, du régime agricole et de la fonction publique, avec ce fameux changement de paradigme. Auparavant, on avait deux choses qui étaient totalement séparées, le logiciel de paye qui faisait la paye et qui éditait les bulletins de paye, et puis à côté, les déclarations sociales avec le rythme et les échéances qui étaient différentes, alors qu'aujourd'hui, dans le système de la DSN, c'est une seule et même action qui, en appuyant sur le bouton Return, édite le bulletin de paye et gère le flux DSN. Alors, si je vous le présente comme ça, vous me prenez pour un escroc, parce que vous savez très bien qu'avant ce fameux appuyer sur le Return, sur le bouton Envoie, il y a tout le travail de préparation, mais tout le travail de préparation de la DSN, ça n'est que le travail de préparation de la paye que vous faites déjà et que vous faisiez très bien. Donc, de toute façon, c'est pas une escroquerie que de dire c'est une simplification. Simplification, ça veut pas dire faire moins, ça veut dire faire différemment et essayer de diminuer au maximum les risques d'erreur, donc les corrections et les changements à faire après. Une nouvelle approche, ça voulait dire des nouvelles modalités déclaratives. La déclaration sociale nominative, c'est un flux mensuel et ce sont des signalements d'événements. Certains parlent de DSN événementiel, ça n'a jamais existé. La DSN, c'est un flux mensuel issu de la paye et des signalements d'événements, trois principaux. Le signalement fin de contrat de travail qui est, lui, adressé Pôle emploi, à la mutualité, au CETIP et à France Assureur. L'arrêt de travail, c'est pas MSA ou pour la fonction publique au niveau des portails d'interlocution comme PEPS, par exemple. Et puis, pour la reprise de travail, avec des particularités qui vont vous être expliquées par mes collègues qui sont les spécialistes métiers. Ces 4 signalements vous sont expliqués. Alors, à nouveau, vous allez vous dire, mais pourquoi il nous parle de 4 alors qu'il en a présenté 3 ? Il y en a 3 qui sont obligatoires. Il n'y a pas le choix. La déclaration sociale nominative est un vecteur déclaratif obligatoire, que ce soit pour le flux mensuel ou pour les signalements d'événements. On laisse perdurer certaines modalités déclaratives à côté, mais en attendant, elles sont obligatoires. Donc, les 3 signalements, fin de contrat de travail, arrêt de travail, reprise à la suite d'un arrêt de travail, sont obligatoires. Par contre, il y en a un qui n'est pas obligatoire, qui vient de se rajouter, qui est le signalement d'amorçage de données variables, parce que la DSN étant issue de la paye, ne rentre dans la DSN que les individus qui ont déjà été payés. Or, en réalité, on a besoin, il y en a qui, malheureusement, peuvent tomber malades dans la première semaine d'activité, ou se blesser, malheureusement aussi. Un accident de vélo en allant travailler, c'est pas forcément très grave et très dangereux, ça peut être aussi très bête. Voilà, on est, et la DSN ne le connaît pas. Donc, on fait rentrer un individu dans la DSN par le signalement d'amorçage de données variables. Il n'est pas obligatoire parce que ce qui reste obligatoire, c'est la DPAE, déclaration préalable à l'embauche, qui, elle, doit être faite idéalement dans les 8 jours qui précèdent l'embauche, jusqu'à la dernière minute avant l'entrée en activité. Ça, c'est obligatoire. Le signalement, ça permet de faire rentrer l'individu tout de suite, de bénéficier en retour dans les comptes rendus métiers du taux de passe de cette personne, et puis de l'inscrire auprès des organismes complémentaires comme les mutuelles ou les sociétés d'assurance. Alors, comment ça fonctionne ? Désolé, le petit bonhomme qu'on a mis en place là comme déclarant n'est pas forcément très représentatif de qui vous êtes. Soyez pas vexés, c'est que mes talents de dessinateur sont restreints. Déjà, là, c'est un exploit d'avoir réussi un truc aussi joli que ça. Donc, le déclarant fait la paye. Quand il fait la paye, il émet un fichier DSN. Tout de suite, premier réflexe, on en teste non pas le contenu dans le sens les éléments qui sont présents, mais par contre la forme. On teste la qualité de sa DSN et s'il y a, par exemple, des chiffres là où on attendait des caractères, des lettres, on vous le signale et on vous dit, non, là, il y a un petit souci, il faut faire cette correction. À partir du moment où le DSN Val, qui est l'outil qui permet de vérifier la DSN, a trouvé que c'était bien en place, soit on le dépose
en mode API, ce qui est quasiment, je crois, plus de 80% des DSN qui sont déposés, c'est en mode API, donc de votre logiciel en direct, soit en mode qu'on appelle upload ou fichier déposé. Là, ça vous demande de fabriquer le fichier DSN, de l'enregistrer sur votre disque dur, de vous connecter à NetEntreprise, d'aller chercher votre fichier, de le déposer sur NetEntreprise. Une fois que c'est fait, le système d'information fait deux choses. Il fait des premiers contrôles, dont des contrôles de cohérence, dont il vous renvoie les éléments sur le tableau de bord, et il vous envoie effectivement la DSN est correctement déposée, ça vous lève l'obligation déclarative, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est transmis dedans est juste et correct, mais ça veut dire que c'est lisible et utilisable par les organismes. Donc du coup, on transfère ces données aux organismes. Les données qui sont transférées sont les données auxquelles ils ont légitimement accès, URSSAF, CNAV, Agirc-Arrco, etc., qui, eux, vous renvoient ce qu'on appelle les comptes rendus métiers, c'est-à-dire soit tout va bien et le compte rendu métier il est vide, soit il y a un problème d'identification, un problème financier, un problème de date ou un problème de cohérence. Et à ce moment-là, on vous retourne dans le tableau de bord l'information. Attention, cette erreur n'a pas empêché le dépôt de la DSN, mais par contre, quand il va falloir valider les droits pour l'individu, eh ben, on va être dans la difficulté. Donc, il faut les corriger. Là, il y a une petite astuce quand même. Les comptes rendus métiers, quand vous avez une erreur qui revient, si vous ne la corrigez pas, elle revient le mois suivant. Si vous ne la corrigez pas, elle revient le troisième mois. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez devoir le corriger, vous allez devoir faire 3 corrections. Autant de corrections que de DSN avec une information erronée, puisqu'on rend contemporain les données, on rend contemporaines, les données. Il faut que les corrections soient contemporaines. Donc, surtout, lisez bien le tableau de bord, regardez les comptes rendus métiers. Quand il y a une erreur, n'hésitez pas à la corriger tout de suite, même si elle n'est pas très importante, parce qu'on va ainsi vous éviter de faire 3, 4, 5. Il y en a certains qui sont en train de se rendre compte, là, au mois de décembre, que finalement, il y avait des comptes rendus métiers qu'ils auraient dû corriger, et ils ont 8, 9, 10 corrections à faire, 10 blocs de correction. Bon, c'est pas très rigolo, et ils auraient pu s'épargner cette difficulté en le faisant tout de suite. Les informations qui sont dans le tableau de bord, l'état de prise en compte, ce qu'on vous disait, c'est reçu ou c'est rejeté. Le certificat de conformité, la DSN est OK, mais les CRM vont rester à vérifier. Les bilans d'anomalie, chaque organisme peut vous dire, attendez, moi j'ai un problème, là vous m'annoncez 8 salariés, j'ai que 5 cotisations, il y a un souci. Les comptes rendus métiers qui permettent de garantir la fiabilité des données qui sont transmises, le bilan des organismes complémentaires, et puis d'autres, BPIJ pour la CNAM, pour le paiement des indemnités journalières, l'attestation employeur rematérialisée pour Pôle emploi, et puis les services plus de l'URSSAF. En gros, la DSN, pour vous parler, elle vous renvoie les comptes rendus métiers. On met compte rendu métier, la DSN vous parle, c'est vraiment un dialogue, alors informatique, mais c'est un dialogue. C'est un dialogue puisque c'est les réponses et c'est les retours, soit du système d'information, soit des organismes. Et là, on revient par des comptes rendus métiers qu'on a voulu normaliser pour que ça soit plus facilement gérable et plus facilement intégrable dans votre logiciel de paye. Et puis, les comptes rendus métiers vous donnent aussi des informations. Là, on va avoir début d'année les taux ATMP qui vont vous être notifiés, qui vont être notifiés en amont aussi, dans certains cas, en compte rendu métier de la DSN. Les notions d'effectifs qui vous sont nécessaires, les taux bonus-malus si vous y êtes affecté, ça remonte dans les comptes rendus métiers, c'est plus ou moins automatiquement intégré dans votre logiciel de paye. Pour certains, ça se fait tout seul parce qu'il n'y a pas besoin de constater que vous l'avez vu et que vous êtes d'accord avec. Dans d'autres, il y a nécessité que vous ouvriez un message de façon à certifier qu'il a bien été reçu. On essaye au mieux dans le futur de tenir compte de vos besoins. Donc, on va faire évoluer le tableau de bord NetEntreprise et DSN. On va les regrouper et les rendre les plus humains possibles. Et puis, vous allez avoir un simulateur individualisé qui va reprendre toutes les informations qui vous sont indispensables, qui sera accessible dès que vous allez vous connecter sur NetEntreprise. Et puis, on automatise au maximum la prise en compte des remontées des organismes pour corriger les erreurs. Autant on avait la norme NeoDes qui permettait de déposer la DSN, tout le monde lisait, tout le monde écrivait au même langage, tout le monde lisait le même langage. Maintenant, les comptes rendus métiers vont remonter avec la norme NeoRes pour retour, bien évidemment, le NeoDes dépôt. NeoRes, de façon à ce que tous les comptes rendus métiers soient écrits avec le même langage, utilisent les mêmes données, et donc soient le plus facilement possible compréhensibles par vous. Les bénéfices, on ne va pas s'éterniser dessus, c'est très marketing, mais bien évidemment que ça a permis de lutter contre les coûts de gestion.
Ça a permis de rationaliser le circuit déclaratif. Quand vous faites 10 déclarations, vous avez 10 capacités de faire une erreur. Quand vous en faites qu'une, vous n'avez qu'une seule capacité d'erreur. Donc, ne serait-ce que ça, en rationalisant les circuits, en n'en faisant plus qu'un, on diminue les possibilités de faire une erreur. Vous allez le voir aussi un peu plus tard, on reconnaît ce fameux droit à l'erreur parce que ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, ça peut être aussi une erreur. Et du coup, on essaie de sécuriser et fiabiliser ces obligations sociales et puis de renforcer la confidentialité des données en circulation. Elles sont envoyées qu'une seule fois et à l'intérieur d'un flux qui n'est pas lisible si on n'a pas le logiciel de décryptage. Pour l'avenir, on va avoir effectivement des changements importants, les évolutions réglementaires qui vont impacter la DSN, on essaye de les appliquer. Vous savez que ce qui est en temps de discussion en ce moment au niveau du Parlement, des réformes réglementaires, législatives, on va devoir les intégrer à l'intérieur de la DSN, ce que l'on connaît, le transfert du recouvrement de la taxe d'apprentissage aux URSSAF avec la contribution supplémentaire et avec les services et les cotisations volontaires, c'est enfin rentré dans la DSN et le transfert sur les URSSAF se fait de la même façon que quand vous faites des virements ou des paiements directement des établissements, vous allez pouvoir les déclarer en DSN. Et puis, en 2024, puisque c'était, quand on a fait le support, c'était en discussion, désormais, c'est passé dans le cadre de la loi, le transfert des cotisations de la retraite complémentaire de l'Agir Carco sera transféré aux URSSAF en 2024, ce qui veut dire qu'en 2023, vous faites exactement les mêmes déclarations qu'en 2022. Donc, on est sur la continuité, ça n'aura d'impact et de modification qu'au 1er janvier 2024. Et puis, d'autres réformes à venir, en discussion sont la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage qui a été validée, et puis l'arrivée de ce qu'on appelle le reversement à la source, donc le fait de limiter les non-recours aux prestations en fonction des revenus, puisqu'on aura à l'intérieur de la DSN la capacité de connaître et d'évaluer la totalité des revenus d'un individu, donc à partir du moment où des droits seront ouverts, de lui signaler, voire même de les verser directement. La partie qui va être la plus intéressante pour vous, c'est effectivement en fonction des actes de paye et des actions qui se déroulent à l'intérieur de votre entreprise, les propositions qui vous sont faites. Et pour démarrer, je vais laisser la parole à David Cotin de l'URSSAF pour prendre la suite de ce support. Oui, bonjour à tous, donc David Cotin de l'URSSAF, effectivement. Pour mémoire et pour entrer directement dans le sujet, la déclaration préalable à l'embauche est une mesure de simplification des obligations déclaratives de l'employeur. Elle a remplacé 5 autres formalités que vous connaissez, que vous voyez également à l'écran. Cette DPAE, elle peut être modifiée via DCL sur votre espace en ligne, espace en ligne sur lequel vous aurez les accusés de réception qui seront disponibles pendant 14 mois de date à date. Le format de fichier, lui, il est inchangé, c'est toujours un format TXT. Et à noter que depuis le 1er janvier 2022, les envois de masse par email des DPAE ne sont plus possibles. Ils sont remplacés par un nouveau service en fait qui est détaillé sur leur site ursaf.fr avec à votre disposition une note qui détaille les principes de fonctionnement de ce nouveau dispositif, un guide et un question-réponse. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette DPAE et je passe la parole à l'intervenant suivant. Oui, bonjour, je suis Audrey Defour, déléguée employeur à la caisse primaire donc d'assurance maladie. Et donc moi, je vais intervenir dans le cas où votre salarié tombe malade. Je vais juste couper la caméra parce que j'ai des petits soucis de débit, donc j'aimerais être sûre qu'au moins vous ayez bien le son. Donc, quand votre salarié tombe malade, il est à noter quand même que 60% des arrêts de travail sont traités via la DSN. Donc la question à se poser, c'est pourquoi pas vous ? Sachant que l'objectif premier, c'est d'éviter quand même l'interruption des revenus de votre salarié. Donc, pour chaque événement qui va survenir entre 2 DSN mensuels, vous allez devoir systématiquement faire un signalement d'arrêt de travail. Le fait de faire ce signalement, ça va vous éviter de faire une attestation de salaire et le paiement des indemnités journalières, du coup, sera déclenché.
vous êtes tenu de faire un signalement dans les 5 jours de connaissance à partir d'un jour d'arrêt de travail. Donc, si votre salarié a un jour prescrit par son médecin, vous faites bien votre signalement DSN. Si vous pratiquez la subrogation, vous pouvez transmettre donc les signalements d'arrêt de travail dès la réception de l'arrêt, ou sinon vous attendez l'envoi de votre DSN mensuel. Vous n'oubliez pas de cocher donc la case subrogation ou oui dans votre menu déroulant au niveau de votre logiciel, et vous indiquez bien les dates maximales de subrogation. Donc vous prenez bien celle de votre convention collective ou de l'accord de branche à laquelle vous êtes rattaché. En ce qui concerne le dernier jour de travail, on vous a fait un petit rappel. Si votre salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, votre dernier jour de travail, ce sera la veille. Et cela même s'il s'agit d'un dimanche ou d'un jour férié. Et si votre salarié a travaillé le jour de l'arrêt, votre dernier jour de travail sera le jour de la prescription. Vous indiquez bien dans votre logiciel la date de fin prévisionnelle qui va correspondre au dernier jour de travail qui est prescrit par le médecin. Et si vous recevez une prolongation, vous n'avez pas besoin de faire un nouveau signalement, vous indiquez juste l'information dans votre DSN mensuel. Si votre salarié est prolongé et qu'il a d'autres arrêts de travail et que cela dépasse les 6 mois, vous avez votre système DSN qui va vous simplifier en fait les procédures, car ça va générer automatiquement l'attestation de salaire plus de 6 mois et ce, à partir du 4e mois d'arrêt continu. Donc, vous n'aurez pas l'attestation à saisir de votre côté. Une fois que vous faites votre signalement, lorsque votre salarié est en arrêt, il faut bien vérifier votre tableau de bord DSN, que votre signalement est bien accepté et qu'il n'est pas rejeté au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie. Et si vous avez pratiqué la subrogation, vous surveillez bien, du coup, vos bordereaux de paiement sur BPIJ. Alors, lorsque votre salarié est en arrêt maladie, il vous fournit du coup son avis d'arrêt de travail sur un document CERFA. Il est à noter que depuis le mois de mai 2022, il y a eu des mesures de simplification qui ont engendré une fusion des arrêts de travail. Donc l'objectif, c'était d'uniformiser les prescriptions d'arrêt sur un seul document et peu importe le risque de l'arrêt de travail, que ce soit la maladie, de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle. Donc, les certificats médicaux initiaux vont être réservés aux accidents de travail et maladies professionnelles pour le descriptif des lésions. Ce sera pareil pour votre certificat médical final ou le certificat de rechute. Donc, si votre salarié est en accident de travail ou maladie professionnelle, il aura 2 documents. Il aura donc le certificat médical initial où le médecin va décrire les lésions. Et si les lésions nécessitent un arrêt de travail, le médecin lui fera sur un autre CERFA son avis d'arrêt de travail. Et sur cet avis d'arrêt de travail, il va cocher la case accident de travail en mettant la date de l'accident. À noter, du coup, la suppression des CERFA de prolongation de soins. C'est-à-dire qu'on part du principe que les soins sont continus et si besoin, on considérera une guérison administrative à compter de 7 mois sans soins consommés par votre salarié. Ce qui vous incombe, c'est de l'ordre au signalement DSN, il va falloir être très vigilant sur le risque d'arrêt de travail. C'est-à-dire bien vérifier la case qui est cochée par le médecin, si c'est précisé maladie ou accident, et bien faire votre signalement DSN en fonction. À noter en 2023 que le temps partiel thérapeutique sera intégré dans vos signalements DSN, donc à partir du début d'année, ce qui vous permettra d'éviter la saisie sur Net Entreprise. Et enfin, il y a un nouveau téléservice qui va voir le jour, qui a vu le jour là, début décembre sur Net Entreprise, et qui s'appelle le compte entreprise, et qui va vous permettre de déposer des pièces justificatives pour le versement des indemnités journalières. Donc, ce téléservice, vous le mettez en place comme ça a été présenté au début de ce webinaire, et il va vous permettre de faire parvenir à la CEPAM toutes les pièces justificatives, donc que ce soit celles qui sont demandées par la caisse, c'est-à-dire un bulletin de salaire ou un contrat de travail, par exemple, ou celles qui vont être nécessaires à l'instruction d'un dossier. Donc, par exemple, l'acte de naissance pour un congé paternité, actuellement, vous nous l'envoyez par mail, et là, vous pourrez directement aller sur le téléservice et nous le déposer donc sur Net Entreprise. Et c'est ce qui permet en fait d'avoir un dépôt du coup qui sera sécurisé. Votre salarié, quand son arrêt de travail est terminé, du coup, il reprend le travail, il peut y avoir en fait 2 cas de figure. Soit votre salarié reprend son travail à la date de la fin de son arrêt. Donc, dans ce cas-là, vous mettez bien à jour la date dans votre logiciel afin de bien clôturer la période d'arrêt.
et vous ne faites pas du tout de signalement. Vous alimentez juste votre DSN mensuel. Donc, vous devez bien compléter donc, le bloc S21 G00 60 06 au niveau de votre logiciel. Et si vous ne faites pas, à compter du 4e mois, du coup, nous allons recevoir une attestation de salaire plus de 6 mois et ce sera un envoi qui ne sera pas justifié et qui, du coup, en plus, sera rejeté par la suite. Donc, bien alimenter la date de reprise. Si votre salarié reprend de manière anticipée avant la fin de son arrêt de travail, dans ce cas-là, il faut faire un signalement de reprise anticipée tout de suite, donc immédiatement, ce qui va nous permettre, nous, de stopper le paiement des indemnités journalières. Donc, dès que vous avez connaissance de la reprise, le signalement est à faire au plus tôt. Sinon, nous risquons de vous payer des indemnités journalières et par la suite de vous notifier un indu pour les sommes qu'on aura versées, du coup, à tort. Voilà. Et là, je laisse la parole, du coup, à Myriam et Julien. Bonjour. Alors, Myriam Nugère, je suis responsable du pôle revenu de remplacement en relation employeur de la caisse primaire de la Loire. Voilà. Alors, on vient de parler du cas où le salarié peut reprendre le travail, mais on va parler du cas où le salarié ne peut pas reprendre le travail. Donc, la première chose importante, c'est de l'inciter à demander une visite de pré-reprise avec le médecin du travail. C'est le médecin du travail qui va avoir un rôle central pour ces situations-là. Alors, la première chose, c'est est-ce qu'il sera apte à reprendre l'activité dans l'entreprise pour laquelle, dont il bénéficie au moment de l'arrêt. Voilà. Alors, ça fonctionne ça aussi bien en accident du travail, maladie professionnelle qu'en arrêt maladie. Et le salarié peut disposer du bénéfice d'une action d'accompagnement. Alors, l'action d'accompagnement, elle peut revêtir deux options. Ça peut être soit un bilan de compétences, soit une action de formation diplômante. Ça peut être un bilan de compétences avant une action de formation diplômante. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cadre-là, s'il y a un accord du service médical, on peut bénéficier d'une indemnisation par l'assurance maladie ou accident du travail, maladie professionnelle. C'est-à-dire que ça permet au salarié de préparer sa nouvelle reprise du travail avec une autre activité dans des conditions plus favorables. Voilà. Au bout, on peut obtenir, il existe aussi des contrats de rééducation professionnelle qui permettent d'accompagner pour la prise d'un nouveau poste. Alors, ces contrats de rééducation professionnelle, ils peuvent être utilisés aussi bien dans votre entreprise que dans une autre entreprise. Il y a des conditions et il y a aussi une indemnisation en parallèle. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'il existe une nouvelle disposition qui s'appelle l'essai encadré, qui permet sur une assez courte période, pendant quelques jours, de tester une nouvelle activité. Là aussi, ça peut être dans votre entreprise, mais ça peut aussi être dans une autre entreprise pour vérifier la capacité du salarié à faire cette activité potentiellement. Voilà, donc pour vous, ce qui est important, c'est de savoir que, bien sûr qu'au-delà de la reprise à temps partiel dont on va parler juste après, la reprise de travail à temps partiel thérapeutique, c'est quand même une possibilité de permettre aux salariés de reprendre progressivement son activité. D'accord. Ce que je viens de vous exposer, c'est le cas où il ne pourra a priori pas reprendre la même activité compte tenu de son état de santé à l'issue de l'arrêt de travail. Julien, je te laisse compléter. Super, merci Myriam. Bonjour à tous et à toutes. Je m'excuse pour la voix de Barry White. Je ne vous ferai pas une chanson, j'ai peur de la massacrer. Et je remercie forcément Didier d'avoir pris le relais. Voilà. Donc voilà, Myriam vous a présenté un petit peu le dispositif vis-à-vis de ce qu'on appelle la désinsertion professionnelle. Alors vous avez toujours cette sensation, peut-être justifiée, de dire on est un petit peu exclu de ce dispositif, puisque le salarié ne nous donne pas forcément des nouvelles, on ne sait pas si on doit le contacter. Parce que c'est un petit peu ambigu, ou ça peut être un petit peu maladroit. De son côté, lui, le salarié peut dire ça y est, mon entreprise m'a oublié, il ne m'aime plus. Voilà, donc c'est vrai que le dialogue, il n'est pas forcément simple, et à un moment, il y a une cassure de dialogue. L'objectif de cette présentation, même si elle est succincte, de toute façon, il y aura vraiment une campagne de communication l'année prochaine sur ce dispositif et l'ensemble des dispositifs d'accompagnement, justement pour que le salarié ne soit pas systématiquement licencié pour inaptitude professionnelle. Parce que pour le moment, on va pas se mentir, c'est la majorité des cas. Donc on essaye vraiment de réduire tout ça et on essaye de vous inclure à un moment. Il y a un moment clé où l'entreprise doit intervenir, ou j'ai envie de dire, vous avez trop à jouer plutôt.
vis-à-vis de la réinsertion de ce personnel salarié. Et Myriam vous l'a présenté, notamment un des dispositifs phares, c'est le temps partiel, la reprise du temps partiel, en temps thérapeutique, pardon. Ce qui permet vraiment aux salariés de rester en accident du travail, de revenir dans l'entreprise quelques jours, afin de tester sa capacité soit à reprendre le même poste, soit à identifier un nouveau projet professionnel. Voilà, mais tout ça, ça se fait conjointement avec des partenaires. Mais c'est un dispositif pour le moment qui fait ses preuves sur le peu que j'ai pu en entendre parler. Même certaines entreprises, j'en ai encore une la semaine dernière, qui témoignaient de dire que c'était quelque chose de positif et qui est plutôt bien vécu. Et puis là, au moins, vous avez cette sensation de pouvoir agir sur quelque chose qui jusque-là était peut-être un petit peu transparent. Mais voilà, donc l'année prochaine, on va avoir une grande campagne de communication d'assurance maladie risque professionnel sur le sujet. Voilà ce que je pouvais compléter. Merci. Alors bonjour, alors je peux pas mettre la caméra, j'ai un petit souci avec la caméra, je m'excuse. Donc je suis Marie-Christine Cozy, déléguée employeur à la CEPAM de la Loire avec Audrey Defour. Et donc là, je vais vous parler si votre salarié donc est en temps partiel thérapeutique. Donc il faut savoir que pour le moment, vous n'avez pas d'autre choix que de saisir l'attestation de salaire pour le temps partiel manuellement sur Net Entreprise. Par contre, dès début 2023, donc comme vous a dit tout à l'heure Audrey, la DSN donc permettra de déclarer le temps partiel, c'est-à-dire que vous pourrez faire des signalements pour le temps partiel en DSN. Il faudra donc bien évidemment remplir certaines conditions pour pouvoir le faire. Je ne vais pas pouvoir m'attarder sur ces conditions et sur le sujet puisque pour le moment, ce n'est pas encore en place, on n'a pas toutes les informations. Donc je vais passer rapidement cette diapo, mais par contre, vous inquiétez pas, il y aura des infos en ligne et puis on va certainement aussi animer des webinaires sur cette nouveauté qui va vous faire gagner du temps. Alors, donc votre salarié est victime d'un accident de travail ou de trajet. Votre entreprise, elle doit effectuer la déclaration d'accident de travail dans un délai de 48 heures après avoir eu connaissance donc des faits accidentels. Pour faire cette déclaration d'accident de travail, donc comme vous voyez à l'écran, il existe donc deux modes de transmission. Vous avez la saisie du formulaire à l'écran, c'est-à-dire le mode EFI, ou alors par dépôt de fichiers structurés depuis votre logiciel de paye, c'est le mode EDI. Si votre logiciel offre cette fonctionnalité, il faut savoir que la saisie elle est beaucoup plus rapide, car donc vous avez moins de rubriques à renseigner, puisqu'il y a des informations comme celle du salarié par exemple, qui sont déjà enregistrées dans votre logiciel. Dans les deux cas, nous vous encourageons donc à utiliser la déclaration d'accident de travail en ligne, et de ne plus utiliser le mode papier, car ce mode d'envoi, il ne présente que des avantages. En moyenne, il faut savoir que nous avons 80% des déclarations qui sont réalisées par le téléservice IDAT sur Net Entreprise. Donc là, je vais vous parler des quelques avantages, des avantages, pardon. Déjà, en utilisant le téléservice, votre déclaration, elle est transmise directement auprès de la CEPAM où est rattaché votre salarié. Donc, vous n'avez plus à l'envoyer, à vous poser la question, l'adresse de la CEPAM dont dépend votre salarié. C'est automatique. Vous n'avez plus d'envois postaux, plus de frais liés aux recommandés. Vous gagnez du temps et donc c'est économique. Ensuite, vous recevez donc l'accusé de dépôt à la fin de votre saisie et aussi vous recevez donc deux accusés de réception qui sont transmis par courriel. Vous pouvez sauvegarder donc la déclaration, si vous souhaitez, donc à la fin de votre saisie, en conserver un exemplaire, l'enregistrer donc dans votre bureau. Autre avantage, vous renseignez donc en une seule fois les deux formulaires. Donc c'est-à-dire que la déclaration d'accident de travail et la feuille de soins, elles vont être saisies ensemble automatiquement. Lorsque vous saisissez la déclaration d'accident de travail, à la fin de votre saisie, apparaîtra automatiquement, toute remplie, la feuille de soins. Cette feuille, il faut la remettre à votre salarié. Elle est importante car elle lui permet donc la gratuité des soins en rapport à l'accident. Ça lui permet donc la dispense d'avance des frais de santé. Donc en résumé, encore un gain de temps puisque vous aurez les deux formulaires qui vont être saisis automatiquement. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a un avantage lorsque vous saisissez la déclaration d'accident de travail en ligne, en étape 6, vous pouvez stopper votre saisie si vous voulez, par exemple, la faire vérifier par un supérieur ou la personne qui était témoin au niveau des responsables de l'accident. Vous pouvez donc l'enregistrer,
la transmettre à ce supérieur. Et lorsque tout est OK, vous avez juste à revenir sur le service, vous importez le fichier que vous avez enregistré et ensuite vous pouvez la transmettre à l'assurance maladie. Et aussi, donc, en étape 7 de la saisie, vous avez la possibilité d'apporter des informations complémentaires. Vous pouvez donc nous déposer une lettre de réserve, par exemple, ou tout autre document qui vous paraît donc utile à l'instruction du dossier. Alors, si votre salarié, donc, il est en arrêt de travail à la suite donc de son accident de travail, donc vous devez établir l'attestation de salaire donc pour le versement des indemnités journalières. Soit vous la saisissez manuellement, l'attestation de salaire sur Net Entreprise, soit vous pouvez faire un signalement DSN d'arrêt au motif d'accident de travail. De ce signalement est reconstituée donc l'attestation de salaire qui est envoyée directement donc à l'assurance maladie d'où dépend donc votre salarié. Donc on vous encourage à utiliser ce mode d'envoi via la DSN car c'est beaucoup plus simple et plus rapide. Il faut savoir donc depuis début 2022, pour ceux qui ne le savent pas, mais lorsque vous faites votre signalement DSN pour un accident de travail, pour un arrêt en accident de travail, vous allez, donc c'est complètement transparent pour vous, mais nous, la CEPAM, on va recevoir 2 attestations. Donc ça, c'est une nouveauté depuis début 2022. On va en recevoir donc une en accident de travail et une en maladie. Et tout ça donc en un seul signalement. C'est vrai que donc ça, vous ne le voyez pas, mais l'avantage pour vous, pour l'assuré, pour votre salarié, pardon, et pour l'assurance maladie, c'est que lorsqu'il y a donc des délais complémentaires pour l'étude du dossier, pour ne pas laisser le salarié, s'il n'y a pas de subrogation, sans indemnité journalière, eh bien, on va pouvoir le payer en provisoire en maladie. Et donc, lorsque l'enquête est terminée, on pourra faire la régularisation des indemnités journalières en accident de travail, puisque nous aurons donc du coup reçu les 2 attestations en une fois. Pour la petite partie du compte AT-MP, je vais laisser Julien prendre la parole. Impeccable, super. Merci Marie-Christine. Donc voilà, de nouveau discussion de la CARSAT, forcément, hein, la CARSAT va vous parler du compte AT-MP. Je pense que vous savez tous, que vous avez tous adhéré à votre compte AT-MP et à la dématérialisation du notification des taux d'accident du travail. Je n'ai absolument aucun doute sur le sujet. Pourquoi on vous reparle et pourquoi je vous reparle encore aujourd'hui du compte AT-MP, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous donner un second versant de ce compte AT-MP. Hein, c'est ce que Didier vous a expliqué aussi au tout début, et c'est ce qu'on dira aussi un peu à la fin, c'est qu'on fait évoluer l'ensemble de nos outils. Alors on sait, on parle toujours de simplification, il n'y a rien qui est simple, on s'adapte, mais voilà, on essaye d'aller dans le bon sens, et ce compte AT-MP, finalement, il ne sert pas uniquement qu'au taux d'accident du travail et aux maladies professionnelles. Il va servir aussi à d'autres choses. Il va servir notamment, il a été enrichi avec des offres de prévention. On y retrouve par exemple dans nos offres de prévention, vous pouvez accéder directement à ce qu'on appelle le bilan individuel des risques professionnels, ce qui vous permet de vous comparer avec les entreprises du même secteur d'activité et de la même taille que le vôtre. Vous avez dans ce bilan aussi individuel des risques professionnels, c'est ce qu'on appelle plus communément, on a aussi l'attestation des indicateurs des risques professionnels, c'est pas mentionné dans le document, mais c'est un document qui vous est demandé, c'est ce qu'on appelle plus communément les taux de fréquence, taux de gravité. C'est des documents qui vous sont demandés quand vous avez fait appel pour répondre à des marchés publics. Voilà, donc on vous demande ce type de documents. Vous les demandiez à la CARSAT, maintenant c'est plus utile, vous les téléchargez directement sur le compte AT-MP sur Net Entreprise. Autre offre de service de ce fameux compte AT-MP, vous en avez peut-être entendu parler, si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, c'est pareil, on aura une grosse campagne de communication sur le sujet. De toute façon, la campagne de communication, elle est importante depuis le début du dispositif. C'est ce qu'on appelle les subventions prévention TPE. On est toujours dans le domaine de la prévention. Pour faire très simple sur le dispositif, c'est de permettre à des entreprises de moins de 50 salariés, puisque vous l'avez vu, ça s'appelle subvention TPE, d'investir sur de l'outillage ou sur du matériel qui va répondre à une problématique de prévention que vous avez identifiée au sein de vos entreprises. J'insiste sur vraiment le premier axe de dire identifier une problématique de prévention. Il ne faut pas simplement voir le côté financier, même s'il n'est pas neutre. Je vois bien, mais c'est vraiment, ça doit répondre à un critère de problématique de prévention. D'accord ? Donc, je ne sais pas, vous avez identifié une problématique vis-à-vis d'une manutention de troubles musculo-squelettiques, et vous vous référez
à ce fameux tableau que vous avez dans ces subventions prévention TPE. Et puis tout en dessous, vous avez tout un cahier des charges à respecter. D'accord ? Dans ce cahier des charges à respecter, vous avez toute une nomenclature de machines ou d'outillages sur lesquels vous pouvez investir et sur lesquels on va venir vous subventionner une partie. Un petit mot aussi sur ce qui concerne le service du bâtiment. Dans le bâtiment, dans le cadre d'un accident du travail, uniquement, on va parler là uniquement, alors c'est moins drôle, d'accident du travail grave ou mortel, on vous conseille de vous rapprocher de l'OPP-BTP local, donc par rapport à votre situation géographique, afin que vous soyez assisté et conseillé dans un moment qui est quand même difficile et particulier. Alors je ne veux pas plomber l'ambiance, mais je l'ai déjà vu. Un accident du travail qui est grave, sans aller jusqu'au mortel, mais déjà qui est très grave, je vous garantis qu'au niveau de l'ambiance de travail et de l'impact sur le personnel salarié, c'est pas le même. Donc on vous conseille vraiment de vous rapprocher de l'OPP-BTP pour les entreprises qui dépendent du secteur du bâtiment, justement de cet organisme qui peut ensuite travailler avec vous sur la cause de l'AT et trouver des solutions humaines, des formations, du matériel et des formations organisationnelles afin que ce type de situation ne se reproduise plus. Je reviens un petit peu sur les subventions prévention TPE. Toutes ces subventions prévention TPE, c'est pareil. Donc vous allez sur le site de la carsat-ra.fr pour retrouver l'ensemble du dispositif et c'est des documents que vous déposez directement via le compte ATMP. Pour le moment, ça me permet de terminer là-dessus. En ce qui concerne la stratégie, puisque c'est les stratégies de déploiement du national, pour l'année 2022, elles sont terminées. Vous imaginez bien aussi qu'elles sont régies par rapport à des enveloppes budgétaires, ces subventions prévention TPE. Donc, je crois qu'on a épuisé le budget, ce qui est une très bonne chose, ça veut dire que ça a du succès et c'est tant mieux. Mais ne vous inquiétez pas, si on vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est une action qui est pérenne. Donc, l'année prochaine, il y aura un nouveau dispositif avec un nouveau déploiement de stratégie pour l'ensemble des secteurs d'activité, puisqu'on regroupe l'ensemble des secteurs d'activité avec justement de nouveaux projets, avec de nouveaux matériaux, ce genre de choses. Donc voilà, je vous invite à être vigilant sur le sujet et à regarder autour du 15 janvier ce qui est disponible. Vous pouvez aussi vous rapprocher de vos fédérations professionnelles, puisque toutes ces subventions prévention et leur déploiement et les conditions sont discutées avec ces partenaires-là. Voilà. Alors, je reprends la main. Julien. Vas-y. Alors, j'arrive pas à passer le diapo d'après. Ça y est, je fais pour toi. Merci. Alors, concernant les changements de situation de famille de votre salarié. Alors, il faut savoir qu'en cas de mariage, votre salarié doit faire son changement de nom et il peut le faire sur son compte Amélie dans la rubrique Mes démarches. S'il ne peut pas le faire via Amélie, il faut l'encourager à se rapprocher donc de la CEPAM d'où il habite pour faire ce changement de nom d'usage. Il faut bien penser que vous, en tant qu'employeur, vous allez modifier l'état civil dans votre logiciel de paye. Très important en fait que les informations soient identiques entre vous et l'assurance maladie. Pour le congé maternité, vous allez donc réaliser un signalement d'arrêt risque maternité dans les 5 jours qui suivent le début du congé maternité ou alors le début d'un avis d'arrêt de travail en rapport avec un état pathologique de grossesse. Donc, il faut savoir que l'état pathologique, il est de 14 jours. Donc, très important, donc en cas d'enchaînement d'un arrêt maladie avec un congé pathologique, puis alors un arrêt maladie, puis après un congé maternité, c'est des choses qui arrivent régulièrement. À chaque changement de risque, maladie, maternité, vous devez donc réaliser un nouveau signalement. Alors, c'est très important de le faire, car l'assurance maladie a besoin, donc, pour calculer au plus juste les indemnités journalières, d'avoir les attestations de salaire, maladie, maternité, en fonction du changement. Voilà. Concernant donc le congé paternité ou d'accueil de l'enfant, même chose, dans les 5 jours qui suivent donc le début du congé, vous allez effectuer un signalement d'arrêt, risque paternité. Je vais par contre vous faire un petit rappel sur le découpage de ce nouveau congé paternité qui est en place depuis juillet 2021. On va dire que ça fait déjà plus d'1 an. Il y a donc 2 cas possibles, soit 25 jours pour un enfant né ou 32 jours pour une naissance multiple. Donc c'est très important de savoir que ce sont des jours calendaires, c'est-à-dire samedi, dimanche et jours fériés compris. Ce congé paternité doit débuter immédiatement après le congé naissance, c'est-à-dire donc les 3 jours employeurs, payés par vous l'employeur.
Cette première période obligatoire, donc, elle est de 7 jours non fractionnables, c'est-à-dire 3 jours employeur plus 4 jours CEPAM. Et c'est une période durant laquelle votre salarié a l'interdiction de travailler. Donc, elle débute soit le jour de la naissance de l'enfant ou alors le premier jour ouvrable suivant la naissance. Votre salarié, donc, il a la possibilité de prendre son congé paternité, donc soit une seule fois, soit en plusieurs fois. C'est-à-dire, il peut prendre dans un premier temps sa période obligatoire et ensuite fractionner son congé paternité en 2 autres périodes maximum. Donc, ils doivent être, par contre, au minimum de 5 jours. Vous devez donc faire une attestation de salaire pour chaque période. Le dernier jour de travail, il est toujours la veille de chaque période CEPAM. Le plus simple, si vous passez en DSN, vous devez transmettre un signalement d'arrêt pour chaque fraction. Les périodes du congé paternité sont automatiquement transmises via la DSN. Ça, c'est la nouveauté. Si vous passez en DSN, la nouveauté depuis juillet 2022, c'est que les périodes de fractionnement, vous n'avez plus besoin de nous envoyer de tableau. En DSN, ça part à l'assurance maladie automatiquement les dates lorsque vous renseignez votre logiciel. Ou alors, vous passez par Net Entreprise pour faire l'attestation de salaire. Et dans ce cas, vous devez communiquer les dates du congé paternité de votre salarié en passant par le téléservice Dépofi, donc qui est disponible sur Net Entreprise. Alors, je crois que j'ai un problème. Très bien. C'est passé au diapo suivant. Et c'est Audrey qui va donc prendre le relais. Oui, alors lorsque votre salarié adopte du coup un enfant, donc dans les 5 jours qui suivent le début du congé d'adoption, vous devez effectuer un signalement d'arrêt risque maternité-adoption. Lorsque votre salarié reprend son travail, donc à la fin de son congé, vous saisissez bien la date de reprise, ce qui permettra de clôturer la période de congé dans votre logiciel de paye, mais vous ne faites pas de signalement, vous alimentez uniquement votre DSN mensuel. En cas de décès, alors si c'est un congé pour deuil d'une personne à charge de moins de 25 ans, en DSN, vous allez renseigner le bloc « Autre suspension de l'exécution du contrat », donc c'est le bloc S21G0065, et vous avez le motif 637 « Congé pour événement familial ». Donc vous mettez à jour ce bloc-là sans faire de signalement. Pour le moment, vous devez encore déclarer ce congé de deuil par une attestation de salaire. Si votre salarié décède, il est à noter que les droits à congé qui n'ont pas été utilisés seront à verser au notaire afin qu'il puisse redistribuer aux ayants droit. Il y a également une autre situation à laquelle votre salarié, que votre salarié peut rencontrer, c'est le congé de proche aidant. Donc ce congé est à déclarer dans votre DSN, idem au niveau du bloc S21G0065, donc toujours dans autre suspension de l'exécution du contrat. Et vous avez un code spécifique, le 650, congé de proche aidant. Là, vous n'avez pas du tout d'attestation de salaire à faire, donc ni en événementiel, ni sur Net Entreprise, parce qu'il s'agit en fait d'une allocation qui est versée par la caisse d'allocation familiale. Voilà. Et je laisse la parole à David pour la diapo suivante. Oui, alors la formation des salariés. Donc, la déclaration de la taxe d'apprentissage, elle se fait automatiquement à partir du logiciel de paye sur les blocs et les rubriques affichés ici. Cette déclaration elle se décompose en 4 types de versements. Alors, le premier, c'est la part principale de la taxe d'apprentissage, hors établissement du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elle est due mensuellement à hauteur de 0,59% de la masse salariale. Et donc, il y a un CTP à déclarer à compter de la période d'emploi de janvier 2022. Le cas échéant, il y a une exonération sous certaines conditions relatives à la masse salariale et à l'emploi d'apprentis. Le troisième type de versement, c'est la déduction de la part principale de la taxe d'apprentissage qui, là, concerne uniquement les établissements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, donc un taux réduit de 0,44%. Et enfin, le solde ou versement libératoire de la taxe d'apprentissage qui est dû annuellement le 5 ou le 15 mai, donc sur la DSN d'avril, de 0,09% de la masse salariale, à l'exception bien entendu donc du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Petite précision concernant ces déclarations. Donc, le solde doit être déclaré même si l'entreprise est radiée, et il doit l'être l'année de la radiation, c'est-à-dire sur la dernière DSN. Alors pour cela, il y a un CTP aujourd'hui donc correspondant, le 995, qui ne sera opérationnel qu'en 2023. Donc pour l'instant, l'utilisation de ce code génère une anomalie. Donc si toutefois vous devez utiliser cette solution, il faut transmettre les données par mail à l'URSSAF de manière à ce que les éléments d'information soient ensuite saisis manuellement. Enfin, il est possible pour une entreprise d'attribuer à ses salariés, via le nouvel espace des employeurs et des financeurs, des droits de formation supplémentaires. Et ces droits supplémentaires sont gérés directement entre l'employeur et son OPCO, sans transiter par l'URSSAF. Bonjour, Frédéric Mérieux pour Pôle emploi. Donc lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, alors aujourd'hui, on a plus de 70% des fins de contrat qui passent par DSN. Ça fonctionne très, très bien. Donc quelle que soit la rupture, qu'elle soit à l'initiative du salarié, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur, donc une démission, un licenciement ou une fin de contrat, donc l'employeur doit signaler par FCTU, donc la rupture du contrat de travail. Les anciens canaux, donc le signalement FCT est terminé depuis septembre 2022. Donc les AED sont également terminés depuis novembre. Donc en fait, aujourd'hui, il n'y a que les flux DSN qui permettent d'alimenter les fichiers de Pôle emploi. On a par contre au niveau de Pôle emploi donc le maintien de l'AE web, c'est-à-dire en fait les AE qui sont signalés par les employeurs sur leur espace, leur espace sur pôle emploi.fr. Donc en fait, ce signalement est nécessaire pour les entreprises qui ne font pas partie du périmètre DSN. Donc une note un peu particulière pour le BTP. Donc en cas de rupture de contrat, il est important de renvoyer la carte à l'UCF pour que celle-ci soit détruite, et l'employeur doit également donc invalider sur le site carte BTP à partir du moment où la personne est partie. Donc c'est très important en fait pour nous d'avoir des informations qui sont pertinentes, parce que ce flux DSN va nous permettre à nous de déterminer le droit aux demandeurs d'emploi. D'un point de vue juridique, vous avez toujours l'obligation de fournir une AE papier. Le code du travail n'a pas été modifié. Donc le document, l'attestation employeur que vous aurez à émettre dans les comptes rendus métiers, vous devez en remettre un exemplaire à votre salarié. Voilà, j'ai rien de plus à te dire sur cet écran, et je vais passer la main donc à Julien. Merci, merci. Je viens juste d'être coupé, je suis revenu nickel chrome. Impeccable. Je peux reprendre si tu voulais, Julien. Ouais, je pense que techniquement, tu auras une approche. Mais par contre, je peux parler comme toi. Non, tu auras une voix moins sexy, Didier, mais plus technique. Vas-y, je t'en prie, je te laisse faire. Je suis désolé, c'était pas gentil, mais ça me titillait de trop. Merci Frédéric. C'est vrai que la présence de Pôle emploi et le fait de rajouter, de réinsister sur l'attestation employeur rematérialisée et sur le fait de remettre des documents, ça illustre aussi, et vous en êtes tous en tant que déclarants les témoins, ça illustre le moment où le droit social et le droit du travail se croisent sur la déclaration sociale nominative, puisque les documents restent à remettre sans délai aux salariés en cas de rupture de contrat. Et du coup, alors que la DSN, elle effectivement se base sur un flux mensuel, donc le FCTU, le signalement qui permet de rematérialiser cette attestation et de la remettre aux salariés est important. On a eu quelques questions depuis le début des webinaires sur le fait que l'attestation employeur rematérialisée était demandée à l'employeur une signature, mais c'est évident, c'est un acte officiel. Et donc, c'est logique qu'on soit sur une signature manuscrite et finalement originale sur l'attestation que vous remettez aux salariés. Ça certifie effectivement que c'est le document que vous avez vous-même édité en tant qu'employeur. Alors, par Ferma DSN, on met à votre disposition toute une série d'outils
complémentaires. Alors le premier, c'est le tableau de bord Net Entreprise. Comme je vous le disais au début, on ne va pas s'y attarder de trop non plus, c'est l'endroit sur lequel vous pouvez retrouver toutes les données. C'est vraiment utile et pratique parce que ça vous permet d'accéder à ces données. Pendant c'est finalement quelque chose dont on parle assez peu, on va en parler juste dans la partie du salarié, mais c'est important de le dire ici. Un individu peut consulter tous les éléments qui sont transmis en son nom au sein de la déclaration sociale nominative sur un portail, qui est un portail miroir de la DSN qui s'appelle mesdroitsociaux.gouv.fr. Je suis persuadé que la totalité d'entre vous est déjà utilisateur de ce portail à titre personnel, puisqu'en tant qu'employeur, vous n'avez pas accès aux données de l'individu, mais chacun peut accéder à ces données. Le tableau de bord DSN, c'est vraiment l'état de tout le dialogue qu'il peut y avoir entre le système informatique et vous, entre le système d'information de la DSN et vous. DSN Val, qui est l'outil de contrôle, je vous en parlais tout à l'heure, ça vérifie qu'effectivement la qualité de votre fichier est en adéquation avec ce qui est attendu. Petite précision, il y a des mises à jour régulières de DSN Val, donc n'hésitez pas à aller sur Net Entreprise, vérifier si la version que vous avez est toujours la dernière, parce que si certains contrôles ont été mis ou ont été retirés, ou des nouvelles données sont utilisées à l'intérieur de la DSN, eh ben, quand on a le fichier à jour, ça permet effectivement d'avoir une DSN la plus, entre guillemets, la plus propre possible. DSN, fichier de paramétrage des organismes complémentaires. C'est quelque chose qui, ne serait-ce que dans le nom déjà, paraissait un peu compliqué. En réalité, c'est absolument indispensable, puisque ça permet d'obtenir pour chaque personne, pour chaque individu, les données relatives aux contrats qui ont été signés en contrat complémentaire. Donc, ça permet un paramétrage soit en XML, soit en PDF, de votre logiciel de paye avec les données individuelles les plus justes possibles au regard de ce qui est organisme complémentaire, le CETIP, France Assurance ou la FNMF, la Mutualité Française. Les contrats, du coup, les références des contrats peuvent être connues. On sait que en historique, dans certaines entreprises, il y a toute une série de contrats différents avec des données complètement différentes qui sont en place. Bon, DSN FPOC, ça vous permet d'avoir une visibilité juste pour chacun des individus dans la DSN. L'étape de nomenclature. Alors, je pense que ça fait appel à une histoire, je vais dire, de religion. Les tables, généralement, c'est effectivement la loi, hein, c'est ce qui est dit. Les tables de nomenclature de la DSN, c'est toutes les informations de la DSN. C'est l'ensemble des adresses, c'est l'ensemble des données, c'est l'ensemble des destinataires, c'est l'ensemble des contenus. Tout est décrit dans les tables de nomenclature. Pas forcément très simple d'accès pour vous si vous ne savez pas ce que vous cherchez, mais par contre, si vous avez besoin d'une réponse très précise sur une donnée, dans les tables de nomenclature, vous avez toutes les informations relatives au fichier, au flux de la déclaration sociale nominative. Et puis, module mandat, qui est un module complémentaire qui permet, dans certains cas, de traiter des mandats pour des institutions de prévoyance et puis certaines mutuelles ou assurances. Si vous l'utilisez, vous avez déjà accès. Si vous ne l'utilisez pas, c'est peut-être qu'effectivement, vous n'avez pas de lien avec un organisme complémentaire qui utilise ce mandat et que vous êtes déjà en lien direct avec eux. Et puis, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, le service signalement mes droits sociaux. Mesdroitssociaux.gouv, c'est la base miroir de la DSN. Donc, un individu peut dedans voir effectivement tout ce qu'il peut y avoir comme information qui a été transmise pour lui. Et du coup, il accède à un tableau de bord dans lequel il va pouvoir détecter un manquement, une erreur ou une anomalie. Quand il les détecte, il ne s'adresse pas à vous directement. Il revient sur mesdroitssociaux.gouv et il signale cette anomalie, à son sens, en la justifiant. Il doit effectivement soit les copies de fiches de paye, soit ces éléments-là. À partir du moment où le système d'information mesdroitssociaux.gouv détecte la possibilité d'une anomalie, il va vous envoyer un mail qui vient directement sur la boîte ne pas répondre @signalement-mesdroitssociaux.gouv qui vous invite à vous connecter sur Net Entreprise, à accéder à interroger
mes interrogations salariées sur mes droits sociaux parce qu'il peut y être détecté soit qu'un employeur est inconnu. Si c'est une personne qui travaille chez vous, bah, du coup, vous pouvez faire cette correction. Soit l'employeur est manquant, on est exactement dans la même situation. Soit il y a une erreur sur les salaires. Quand vous accédez à interrogation salariée mes droits sociaux.gouv, vous consultez les signalements et puis du coup, vous analysez et puis vous pouvez y répondre. Vous êtes d'accord en disant « Ah oui, effectivement, ça aurait dû être déclaré comme ça, on fait la correction ». Vous faites la correction et vous renvoyez sur le contrôle métier du site mesdroitssociaux.gouv l'information que vous êtes d'accord avec l'anomalie détectée, enfin avec vous êtes d'accord avec la véracité de l'anomalie détectée, que vous le corrigez, ou au contraire, que vous refusez l'anomalie parce que pour vous, les données qui ont été transmises sont les bonnes ou les éléments qui sont transmis sont les bons, donc du coup, vous ne souhaitez pas qu'il y ait cette mise à jour qui soit faite. Donc en réalité, votre salarié ou votre agent n'est pas en lien direct avec vous, ça passe par le service mesdroitssociaux.gouv, vous n'intervenez qu'à partir du moment où on a détecté qu'effectivement, enfin le système d'information a détecté que les justificatifs qui étaient apportés par l'individu justifiaient une action de votre part. Si c'est bien évidemment sur des choses passées, on va voir un peu plus tard comment le faire. Cotisation, modulation, indicateur bonus-malus. On ne va pas s'attarder dessus parce qu'une grande majorité d'entre vous n'y sont pas astreints. Vous ne l'avez pas reçu parce que vous ne faites pas partie des métiers qui sont concernés. Mais on met à disposition donc du coup le guide du déclarant bonus-malus et puis toutes les fiches consignes qui ont été publiées sur les modalités déclaratives, soit du taux de contribution, soit de la correction, soit de la modulation. Objectivement, aujourd'hui, si vous n'êtes pas concerné, ce n'est pas la peine de prendre le temps de venir dessus puisqu'on est sur ce taux-là. Et peut-être que Frédéric Cotin, vous voulez rajouter, David Cotin, pardon, de l'URSSAF, vous voulez rajouter quelque chose puisque j'ai grillé la politesse sur cette slide. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui, effectivement, c'est plus une diapo ressource sur ce niveau dispositif qui a été mis en place en septembre 2022, qui a pour objectif de lutter contre le recours abusif aux contrats courts et d'inciter les entreprises à embaucher prioritairement en CDI ou des contrats plus longs. Donc, qui concerne des entreprises d'au moins 11 salariés et plus qui relèvent de 7 secteurs d'activité qui recourent massivement au CDD. Peut-être rappeler que le taux de la contribution d'assurance chômage est actuellement 4,05%, que le dispositif consiste à moduler ce taux à la hausse dans la limite d'un plafond de 5,05% ou à la baisse dans la limite d'un plancher de 3%. On peut peut-être rappeler également que les entreprises qui appartiennent aux secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, les secteurs dits S1, sont temporairement exclus du dispositif et que ce dispositif fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire qu'avant chaque nouvelle période de référence de 12 mois, l'URSSAF notifie aux entreprises le taux applicable modulé à la hausse ou à la baisse et que la période de référence, en fait, jusqu'en 2024, elle va de septembre à août et qu'à partir de 2025, elle s'étendra de janvier à décembre. Oui, bonjour, donc Yves Brioude pour la direction départementale des finances publiques de la Loire. Donc, je vais vous parler surtout de la taxe sur les salaires parce que le prélèvement à la source, je pense que, alors s'il n'est pas derrière nous puisqu'il existe encore, la problématique des taux n'emporte pas de, d'incidence particulière pour les entreprises qui reçoivent de la DGFiP et qui l'appliquent quel que soit en fait le taux choisi par le contribuable. Alors, en matière de taxe sur les salaires, la DSN n'empêche pas un dépôt de déclaration particulière et de télépaiement auprès de la DGFiP. Alors, sont assujettis à la taxe sur les salaires les personnes ou organismes qui payent des rémunérations, bien évidemment, qui sont établis en France, qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui sont assujettis à la TVA sur moins de 90% de leur chiffre d'affaires. La taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l'année précédente entre les recettes n'ayant pas ouvert droit à déduction de TVA et les recettes totales. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas assujetti à TVA, le rapport sera de 100%.
La taxe est liquidée sur les salaires en fonction de 3 tranches. Une tranche imposée à 4,25%, ensuite à 8,50 et 13,60 en fonction du salaire. Le taux est appliqué à chaque salarié en fonction de son salaire et pour la tranche donnée. C'est-à-dire, par exemple, pour un salarié qui va gagner 16 000 ou 17 000 euros, mettons, sur la première tranche de salaire, donc en deçà de 8 133 euros, il aura un taux de taxe sur les salaires appliqué de 4,25%, jusqu'à de 8 133 à 16 237, un taux de 8,50, et au-delà de 16 237, un taux de 13,60. Et ensuite, sur l'ensemble de la taxe sur les salaires ainsi déterminée, le rapport d'assujettissement sera appliqué donc en fonction du ratio d'assujettissement à la TVA. À noter que la taxe sur les salaires n'est pas due lorsque son montant n'excède pas 1 200 euros. Alors, sur les modalités déclaratives, la taxe sur les salaires est obligatoirement souscrite par voie électronique et télépayée, avec des acomptes, une déclaration récapitulative. Donc, des acomptes lorsque la taxe de l'année précédente est comprise entre 4 000 et 10 000 euros, ou supérieure à 10 000 euros. Lorsqu'elle est inférieure à 4 000 euros, en fait, l'acompte qui sera télédéclaré, télépayé en janvier tiendra compte, sera finalement la déclaration unique. Il y a un acompte unique qui correspond finalement à la déclaration définitive. Entre 4 000 et 10 000 euros, la taxe est versée trimestriellement, dans les 15 premiers jours du trimestre suivant celui du paiement des rémunérations, et lorsque la taxe est supérieure à 10 000 euros, elle est versée mensuellement dans les 15 premiers jours du mois suivant celui du paiement des rémunérations. Donc, cette taxe, même si elle est versée mensuellement ou trimestriellement, elle demeure un impôt annuel. Et donc, la base doit être déterminée d'après l'ensemble des sommes imposables et payées au cours de l'année. Et donc, chaque employeur est tenu de déposer une déclaration 2502 de régularisation télépayée, donc, et télédéclarée et télépayée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de la taxe est due, avec une tolérance pour que la date puisse coller avec la date de dépôt de la DSN, donc au plus tard 31 janvier N+1. En ce qui concerne la DSN, l'assujettissement des entreprises à la taxe sur les salaires ou taxes annexes doit être déclaré aussi sur la DSN. Mais ça n'empêche pas le dépôt donc des déclarations d'acompte et de la déclaration récapitulative de 1502, donc une fois par an. Voilà, je laisse la parole à la personne suivante. Ah, j'ai dû faire une bêtise. C'est pas grave, on va gérer, ne vous inquiétez pas. Oui, donc Audrey, à nouveau, on va voir lorsque votre salarié change de situation professionnelle. Donc notamment lorsqu'il change de régime, il y a un service qui est disponible sur Net Entreprise qui s'appelle le téléservice de situation de changement de régime maladie pour les agents, pour les collectivités territoriales. Donc ce service-là, du coup, concerne uniquement les collectivités locales et territoriales qui vont intégrer un agent au sein de la fonction publique. Donc, ça va permettre à ces collectivités de nous signaler, donc via Net Entreprise, la bascule d'un salarié qui est affilié chez nous au régime général et de le faire basculer du coup au régime de la fonction publique. Donc, téléservice qui ne sert pas à tout le monde, mais bien aux collectivités locales. Je laisse la parole à David pour le salarié qui part à l'étranger. Oui, un petit focus sur le salarié à l'étranger. Depuis le 1er janvier 2022, la mobilité des travailleurs salariés est gérée par le service mobilité internationale de l'URSSAF Caisse nationale. Il y a un nouveau service qui a été mis en ligne, l'ILAS, l'instruction de la législation applicable à la sécurité sociale. Il permet d'automatiser l'instruction, la délivrance des certificats, des 3 certificats que vous avez sur la diapo. Et ce service ILAS, en fait, il remplace l'ancien service DAE, détachement à l'étranger, dont la gestion était assurée par les CEPAM.
Alors, les nouveautés de ce service, la première d'entre elles, c'est que vous avez un formulaire interactif en ligne pour guider l'entreprise dans sa demande, sans avoir besoin de connaissances juridiques. C'est un formulaire simplifié. Vous avez également la possibilité de pouvoir faire une demande, quel que soit le pays, quelle que soit la durée ou la nature de l'activité du salarié à l'étranger. La sélection des salariés peut se faire directement depuis la dernière DSN ou des PAE, enfin, du moins les 2 derniers mois, avec un pré-remplissage automatique de leurs informations personnelles, ce qui est un gain de temps non négligeable. Et il y a une mise à disposition instantanée du certificat pour le salarié si les conditions de délivrance sont respectées. Si toutefois il y a besoin d'une analyse complémentaire, vous bénéficiez également d'un suivi de l'avancement du traitement via des notifications mail. Ouais, je laisse la parole. Super, merci beaucoup. On va intervenir sur la dernière partie du diaporama. On vous en a parlé un petit peu tout à l'heure, notamment Didier, vis-à-vis de la qualité des données. Hop, donc là, je vais laisser parler la personne qui va s'occuper de l'immatriculation du numéro SIRET, s'il vous plaît. C'est de nouveau moi. Du coup, donc, le SIRET, il est essentiel pour identifier un établissement. Aujourd'hui, deux précisions et un conseil à vous donner. La première, c'est que tout d'abord, lors de la création d'un SIRET à l'INSEE, aucune DSN ne pourra être acceptée sur ce nouveau SIRET s'il n'y a pas de DPAE qui a été affecté. Donc ça, c'est une condition indispensable pour entrer dans le périmètre de la DSN. Ensuite, en cas de transfert, il ne faut jamais fermer un ancien SIRET tant que le nouveau n'est pas créé. Et le transfert, il faut bien utiliser la l'IAS CFE prévue à cet effet, parce qu'en fait, c'est elle qui va faire le lien entre le nouveau et l'ancien SIRET concerné. Donc, le conseil, c'est bien d'utiliser le service DSN Contrôle SIRET via Net Entreprise pour 2 raisons. Voir, bien entendu, si le SIRET est bien connu et de fiabiliser les déclarations pour ainsi éviter les rejets ultérieurs. Alors, le NIR qui est donc indispensable donc, pour identifier un salarié. Le NIR, donc, c'est le numéro d'identification. On l'appelle plutôt le numéro de sécurité sociale dans la vie de tous les jours. Il est donc attribué à la naissance. Il commence par 1 pour les hommes et 2 pour les femmes. Ça, vous devez déjà, je pense, le savoir. Il est suivi de l'année de naissance, du mois de naissance, du département de naissance et du numéro d'ordre et de la clé. Alors, il faut savoir que si votre salarié il est né à l'étranger, vous pouvez, en tant qu'employeur, créer un numéro technique temporaire. Il va commencer par 1 ou 2 pour un homme ou une femme, ça ne change pas. Vous allez donc ajouter le SIREN et le numéro de matricule de l'entreprise. Donc, il ne doit pas dépasser 40 chiffres. Lorsque votre salarié il a finalisé donc, ses démarches auprès de l'assurance maladie, il va obtenir donc son numéro d'identification définitif, son numéro de sécu définitif. Il convient, vous, en tant qu'employeur, de bien déclarer simultanément le numéro technique temporaire dans une même DSN avec le numéro définitif, afin donc de permettre la traçabilité de l'identification de l'individu. Si votre salarié donc n'a pas de numéro provisoire, vous ne pourrez donc pas faire de signalement DSN, mais vous ne pourrez pas non plus aller la faire sur un Net Entreprise, l'attestation. Vous devez donc faire une attestation de salaire papier que vous nous envoyez par courrier. Il faut savoir donc bien penser à l'embauche, ça c'est très important, de demander une attestation de droit à votre salarié et non la carte vitale, puisque la carte vitale, on peut remarquer juste le numéro de sécurité sociale, alors que lorsque vous demandez une attestation de droit, vous allez pouvoir, sur cette attestation, vérifier la caisse d'appartenance de votre salarié. C'est là que vous pouvez voir que c'est la MSA, par exemple. Le département. Donc, si votre salarié vous donne une adresse, je dis au hasard, donc dans le Rhône, alors qu'il est toujours affilié à la Caisse de la Loire, vous pouvez lui informer, vous en tant qu'employeur, de faire ces démarches auprès de l'assurance maladie pour son changement d'adresse, par exemple. Par exemple, si vous avez aussi une nouvelle embauche, un apprenti. Chez les plus jeunes, ça arrive souvent que lorsque vous demandez l'attestation de droit,
vous allez pouvoir vérifier qu'ils sont encore sur leurs parents, assurés avec leurs parents. Donc, même chose, on peut dire là, à ce moment-là aux jeunes salariés, eh bien, de faire ces démarches pour avoir son propre matricule, pour être assuré seul. Parce que c'est vrai que si vous ne faites pas ces vérifications en amont, lorsqu'il y a un arrêt de travail, si vous faites un signalement, comme les données ne sont pas à jour, eh bien, vous aurez donc des rejets. Nous, la CEPAM, on ne trouvera pas le salarié et on ne pourra pas payer les IJ, les indemnités journalières, pardon. Donc, si vous observez que votre salarié n'est pas à jour, je vous encourage à lui proposer de se rapprocher de l'assurance maladie, d'aller aussi sur Amélie. Il peut récupérer dans la rubrique « Mes formulaires » les documents nécessaires, c'est-à-dire que pour une mutation, une mutation d'un régime à un autre, par exemple, pour un changement d'adresse, ça peut lui éviter de se déplacer s'il n'a pas le temps. En tout cas, c'est très important, notez-le bien, de vérifier l'attestation de droit. Voilà. Je vais laisser la personne suivante. Hop, ce coup-là, c'est bien à moi. Merci, Marie-Christine. Dernière partie, hein, on était en train d'en parler, justement de laisser la main à mon collègue. On était vraiment sur cette donnée de qualité, hein, donc on vient de vous présenter les données qualité vis-à-vis de l'immatriculation des sirets. Ma collègue vient de vous parler de l'immatriculation correcte, hein, des numéros de sécurité sociale des assurés. Tout ça, mis bout à bout, ce sont des informations qui sont importantes dans la gestion de vos activités quotidiennes, mais qui sont aussi importantes justement dans les remontées qui sont faites en DSN. Hein. Donc, vous avez le petit schéma, je pense que vous avez largement compris. Hein, donc, avec les éditeurs de paye, tout ce petit monde-là, en fait, contribue à une donnée de qualité et à faire en sorte que, finalement, il n'y ait pas, j'ai envie de dire, de blocage ou de bug derrière pour les salariés. Didier vous en a parlé tout à l'heure vis-à-vis de dire ça peut arriver une erreur, hein, il n'y a pas de souci. Donc avec la loi du 10 août 2018, hein, pour un État au service d'une société de confiance, on a la loi dite OUPS. Voilà, pour le coup, elle porte plutôt bien son nom, hein, c'est-à-dire que le droit à l'erreur, il est reconnu. Donc dans le cadre de cette loi OUPS, si vous constatez une erreur dans les données transmises, vous avez la possibilité de corriger cette erreur dans l'échéance suivante. Hein, donc la DSN mois principal en déclaré en plus 1, sans risquer de pénalité derrière. Donc voilà, donc ça c'est important, mais c'est aussi un gage de qualité et aussi de compréhension, j'ai envie de dire, vis-à-vis de ce que vous pouvez déclarer ou vis-à-vis des fois des informations qui vous arrivent un petit peu tardivement. Au niveau de la qualité donc, de cette DSN, hein, on vous a représenté sur le schéma, je veux dire 5 grands profils, donc avec le premier, les gestionnaires de paye, ensuite les éditeurs de logiciels, le système net entreprise avec son système DSN dans son ensemble, les organismes de protection sociale et enfin, en bout de chaîne, l'allocataire ou l'assuré. Alors vous l'avez compris, hein, on l'a dit tout à l'heure, au niveau de la qualité des données remontées par les gestionnaires de paye, ils s'assurent du contrôle des informations qui sont issues de la paye et qui se transmettent directement derrière en DSN. Ils ont aussi la responsabilité de corriger ces erreurs qui sont bien évidemment détectées dans la paye du mois précédent via les comptes rendus métiers transmis par les organismes. De leur côté, les éditeurs de paye, ils sont là pour veiller à une mise à jour de leur logiciel et puis de s'adapter à vous aussi. Ils sont aussi, j'ai envie de dire, alertes sur le fait de diffuser des consignes auprès de leurs clients. Du côté de Net Entreprise, il y a un accompagnement des acteurs sur les actions de qualité en DSN, un petit peu comme on le fait aujourd'hui, dans l'ensemble des comités régionaux sur l'ensemble du national, où on vous communique toutes les nouveautés, tout ce qui va venir faciliter ou impacter votre gestion et vos déclarations. La mise en place des directives et nouveautés gouvernementales, je viens de vous le dire, c'est vraiment une mise à jour et une veille réglementaire et de vous en informer tout de suite derrière. Au niveau des organismes de protection sociale, derrière, ils ont là cette activité de vérification de la conformité des données DSN à réception. Derrière, ils font des productions de retour en direction de vous pour corriger les erreurs et ils sont garants de la juste interlocution avec les employeurs. Vis-à-vis des allocataires ou des assurés, ils ont ce devoir de transmission des justes informations, on l'a vu, aux gestionnaires de paye, notifier à l'employeur des changements de situation et puis une vérification régulière des informations personnelles sur mes droits sociaux. Au niveau toujours de cette qualité, si jamais dans tout ce cheminement
d'information, il y a une erreur qui se glisse, et ça a un impact direct sur les salariés, notamment sur leur droit aux prestations. Donc chaque maillon, on vous le dit, chaque maillon de la chaîne participe à la qualité globale. Tous les chiffres, forcément, ils sont importants. Cette qualité d'information et cette qualité de données, elle permet de garantir au fil de l'eau les droits maladie, les droits chômage ou de retraite, les droits de congé pour les entreprises adhérentes à une caisse de congé, comme le BTP, le transport ou les manutentions portuaires. La simplification des démarches des citoyens pour les prestations de solidarité, pour le prélèvement à la source, on en a parlé tout à l'heure, pour la plupart des opérations, bien évidemment, des recouvrements de cotisations, pour les aides aux entreprises, pour les politiques publiques, mais aussi pour des tenues de statistiques publiques sur la gestion des salariés. On vous a pris l'exemple de l'impact de la DSN sur les droits des salariés à la retraite, justement vis-à-vis de l'immatriculation correcte d'un nom, d'un prénom, même d'un numéro de sécurité sociale. Vous l'avez compris, ces éléments qui sont déclarés dans la DSN, ils permettent d'alimenter les comptes des assurés, et je viens de vous le dire, d'ouvrir des droits comme la maladie, le chômage et la retraite. S'il y a des anomalies qui sont transmises, ça aboutit à des périodes, ce qu'on appelle des périodes lacunaires, et plus vulgairement, à des trous dans la carrière. Quand on regarde son relevé de carrière, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des manquements dans sa carrière. Et s'il y a eu des mauvaises déclarations vis-à-vis du nom, au niveau du NIR, ça rend complexe la reconstitution de la carrière, et ça rend complexe aussi le travail des gestionnaires retraite au sein des CARSAT. Ces erreurs, elles sont souvent liées à des problèmes d'identification des salariés, notamment au moment de la DSN. L'objectif, si vous voulez, d'avoir des éléments justes, ça permet vraiment de garantir une fiabilité du calcul de la pension retraite et de ne pas créer des ruptures de situation de droit et bien évidemment des manques à gagner. Alors, on vous a fait un petit rappel des bonnes pratiques. Alors, au niveau des bonnes pratiques, c'est s'assurer que le numéro de sécurité sociale, il est bien le bon. Le numéro de sécurité sociale, c'est difficile et je m'en excuse, est bien récupéré et qu'il est bien saisi dans la DSN. Au moment de l'embauche, il faut bien saisir le nom, le prénom, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale dans l'outil de paye et donc dans la DSN. Si le salarié n'est pas reconnu au SNGI, il ne dispose pas d'un numéro d'inscription au répertoire, il faut qu'il fasse la demande d'immatriculation auprès de la CEPAM du département dans lequel il exerce ou il réside. C'est bien au salarié de faire cette démarche. Il faut qu'il soit rectifié une fois le numéro de sécurité sociale connu dans l'outil de paye et de DSN pour assurer que les droits de la personne soient bien préservés. Les mauvaises pratiques, ça peut paraître tout bête, mais pour avoir fait des régularisations de carrière, je vous promets qu'on en a quand même beaucoup. Donc c'est des choses qui sont toutes bêtes, mais qui permettent, si on les anticipe, finalement, d'éviter les erreurs et d'éviter des conséquences qui peuvent être plutôt difficiles ou dramatiques. Donc ces mauvaises pratiques, ça peut être le nom d'époux au lieu du nom de naissance de la personne mariée. Ça peut être les numéros de sécurité sociale d'attente non rectifiés, des numéros de sécurité sociale mal renseignés et non corrigés, ou des erreurs dans le nom ou les prénoms des salariés. Donc, comment vérifier que vos salariés bénéficieront bien de tous leurs droits? Donc, il faut vérifier via le bilan individuel du salarié dans le tableau de bord de la DSN en cas d'erreur d'identification. J'espère qu'à l'écran, il est un petit peu plus grand, mais vous avez justement ces possibilités via ces blocs de corriger l'identité du salarié et puis d'apporter une correction qui doit être faite au plus tôt afin d'éviter une remontée d'anomalies chaque mois. Un petit mot sur comment les salariés peuvent bénéficier de leur retraite. Comment ils peuvent bénéficier de leur retraite? Déjà, dans un premier temps, il faut qu'ils créent leur espace personnel sur le compte de l'assurance retraite.fr. Une fois qu'ils ont créé leur espace personnel, ça leur donne accès à un certain nombre d'items personnalisés, comme la consultation de son relevé de carrière, le montant estimatif du montant de sa retraite ou l'âge à laquelle il pourrait éventuellement partir. Il vérifie sur son relevé de carrière que toutes les années de travail sont bien comptabilisées. Et s'il manque une période, soit il s'oriente auprès de son employeur pour rectifier sa déclaration. Si ce n'est pas possible, il fait une demande en ligne de régularisation de carrière qui sera prise en charge par le régime compétent. Bien évidemment en fournissant des pièces justificatives. On en a terminé pour la présentation de ce diaporama. Didier, je te laisse faire le mot de la fin vis-à-vis aussi des questions-réponses. Est-ce que chaque intervenant a pu identifier éventuellement des questions
qui pourraient faire l'objet d'une réponse. Merci beaucoup, Julien. Et tu vois que je termine en gardant ma vraie voix. Bravo pour le travail et pour avoir tenu jusqu'au bout, malgré la difficulté dans laquelle tu étais. Merci beaucoup à tous nos présentateurs. Visiblement, des questions dont une grande partie ont obtenu des réponses directement dans le formulaire questions-réponses. J'espère que vous avez tous répondu au sondage. Je suis en train de regarder en même temps, je repassais les questions en même temps pour savoir s'il y en avait quelques-unes qui étaient restées sans réponse. De toute façon, on mettra à disposition, puisque cette présentation fait partie de l'ensemble des rencontres extra qui ont démarré début novembre et qui vont se terminer le 15 décembre. On va faire une grande foire aux questions avec toutes les questions qui ont été posées et les réponses soit portées en direct pendant les présentations, soit mises à disposition après, puisque nos experts, et je remercie vraiment beaucoup tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui dans cette présentation, sous l'autorité de Christiane Goulouzel, l'animatrice du comité régional Rhône-Alpes, qui vous propose ces événements toute l'année. Je sais que les premiers rendez-vous pour l'année prochaine sont déjà en cours de préparation. Julien Husson de la CARSAT, donc, qui, malgré cette voix dont il espérait qu'elle était celle de Barry White, mais dont on sait que c'était plutôt Kermit, la grenouille qui nous était offert avec cette laryngite ce matin, qui vous a fait la présentation. Merci beaucoup à lui. C'est entre humour et vraie implication. Merci Julien d'être allé jusqu'au bout. Franck Émieux d'un organisme complémentaire qui n'a pas pu être avec nous ce matin. David Cotin de l'URSSAF, merci pour vos présentations et vos précisions qui sont utiles pour tout le monde. On peut rappeler aussi que l'URSSAF, ce n'est pas seulement les cotisations, c'est aussi aider les entreprises et des conseillers qui sont disponibles et qui peuvent vous accompagner. Christine Cosilly et Audrey Dufour de la CEPAM. Et Muriel, j'ai perdu le... Mais... Voilà, j'ai perdu le nom, j'en suis désolé. C'est pas grave. Mais Frédéric Mérieux de Pôle emploi, c'est une chance d'avoir des interlocuteurs de Pôle emploi avec nous qui peuvent répondre et vous aider. Et puis Yves Brioud de la DGFIP, c'est vrai que vous avez du coup à disposition un collectif qui est là, qui vous aide et qui vous accompagne au plus près dans les départements. Merci beaucoup pour votre attention. On va vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année qui approchent. On va vous rappeler qu'il faut continuer à vous protéger. Il y a des retours du Covid et M. Brioude qui a contact du coup se trouve bien à son détriment témoin de ce qui est en train de se passer. Donc faites attention à vous, portez-vous bien. Rappelez-vous que puisque vous êtes en DSN cette année, vous n'avez pas là-dessus à préparer pour le mois de janvier, puisque toutes les informations ont déjà été transmises. Consultez vos comptes rendus métiers dans les tableaux de bord, terminez l'année en beauté, faites-vous plaisir. L'année prochaine, on espère qu'on sera plus en lien avec vous encore qu'on l'a été cette année. Bonne fin de journée à vous. Merci à tous les présentateurs, merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'au bout cette présentation. Très belle journée et à très vite. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur Twitter, le comité régional, mais aussi Net Entreprise. Très belle journée à tous et à très bientôt. Merci. Merci à Alexia aussi pour la partie technique, parce que c'est vrai qu'elle nous a beaucoup aidés. Merci Alexia. Et merci Didier.